poursuivons les activités de notre sommet, de nos réunions avec un thème, agir local dans un monde global. Et nous avons autour de nous Christian Estrosi, maire de Nice, ancien ministre. Très heureux de vous retrouver, cher Christian. Nous avons également le maire d'Imperia, le premier adjoint d'Imperia, monsieur Fossati. Voilà, avec les élus, nous parlerons un peu justement de cette question du local. La directrice générale de Veolia, madame Brachlianoff, Estelle. Flora Gebali, voilà, Flora Gebali, essayiste, auteure du syndrome de la fourmi, fondatrice et coprésidente de Coalition, et Frédéric Dabi est resté avec nous. Je commence avec vous, Christian Estrosi, pour passer directement aux travaux pratiques, agir local dans un monde global. On vient de voir que les Français font confiance à leurs élus locaux, plus de 8 sur 10, pour avancer sur cette question. Comment, à Nice, vous avez résolu cette question du agir local dans un monde global ? Oh, je n'ai rien résolu. Mais comment, en tous les cas, Nice s'y prend. Mais je suis de ceux qui sont convaincus qu'une grande partie des enjeux dont nous parlons pendant ces 2 jours, cher Bruno, seront résolus par le local à partir du moment où notre système étatique, où les grandes institutions, y compris européennes ou mondiales, se tourneront vers les acteurs locaux. J'en disais quelques mots entre guillemets ce matin, en perspective du sommet des Nations Unies sur l'océan en 2025. Pour la première fois, alors que ça n'était pas le cas à New York et à Lisbonne, où il n'y avait que la partie scientifique et la partie chef d'État et gouvernement, il y aura la partie maire des grandes villes littorales, parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas signer des accords de Nice à 110 États, ce qui devrait être à quelques unités près le cas, et derrière ne pas offrir l'image qu'on ferait confiance aux gestionnaires des territoires pour pouvoir mettre en œuvre les grandes politiques. Le gouvernement actuel dit de belles choses, de bonnes choses, fonds verts, on va financer des RER régionaux, entre nous soit dit, je le dis, c'est magnifique quand ça apparaît à l'écran, mais quand vous êtes dans le ministère et vous dites mon projet est tout prêt, allez-y, parce que Marseille en grand c'est bien, mais Nice en petit je veux pas. Alors là, pour sortir le tiroir caisse, c'est plus compliqué. Mais ces grandes annonces-là, en même temps que tout ce qui est tatillon, dans un domaine où l'État s'est défait de tant de responsabilités ces dernières années, les ARS, les DIREM, les DREAL, les etc., où chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on nous oppose ceci ou cela, fait que naturellement, il y a une vraie révolution à faire pour qu'une vraie décentralisation s'oppose. Alors c'est le cas à Nice. Est-ce le cas à Nice ? Oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'on réussit, mais on réussit en ramant contre le vent plutôt que d'avoir le vent dans les voiles. Et le devoir de l'État, c'est de mettre le vent dans les voiles des collectivités et des entreprises qui peuvent accompagner les collectivités et pas, au contraire, de freiner leur démarche. Aujourd'hui, on a à gagner une partie. Ne pas gagner la partie de l'environnement aujourd'hui, de la transition, c'est perdre la partie dans 15 ans. Et en même temps, il y a la coopération. Je salue mon ami Fossati, le premier adjoint de mon ami Claudio Scaiola, le maire d'Imperia, avec lequel nous sommes en train de bâtir une eurorégion entre la province de Cuneo, d'Imperia et la métropole de Nice. Et où il y a des dispositions européennes qui permettent cela. Et je dirais d'ailleurs qu'au sein de l'Union européenne, il y a des dispositions dont on fait bénéficier directement les collectivités et où les choses se discutent directement avec nous sans que nous n'ayons à transiter par l'État. Par l'État. Mais dès qu'il faut transiter par l'État, ça devient tout de suite beaucoup plus lourd. Après, cher Frédéric Dabi, pardon, mais vous affichiez des chiffres où on voyait que malgré tout, le pouvoir d'achat dans cette période compte énormément. Il y a des incompréhensions. Aujourd'hui, nous sommes le pays
en Europe où l'énergie est produite au coût le plus faible. L'énergie nucléaire est à 5 centimes, l'énergie hydraulique est produite à 3 centimes, elle est revendue au distributeur à 7 centimes, qui la revend au consommateur 22 centimes le kilowattheure. Et l'été 2022, on est même monté à 1 euro. C'est-à-dire que c'est un truc qui plombe à la fois la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Plus personne ne peut comprendre. Et quand je vous dis que nous, c'était la présidente d'Enedis ce matin qui rappelait que nous avions fait ici des réseaux de géothermie dans la nappe phréatique de notre fleuve, comme avec notre unité de valorisation énergétique que nous faisons ensemble avec vous, madame, où nous allons être capables de produire plus bas que ce que produit EDF. Grâce à de l'eau qui est à 15 mètres dans le sol, est à 13 degrés en moyenne été-hiver pour faire du chaud et du froid. C'est-à-dire que quand avec le nucléaire on produit à 5 centimes, nous ici il y a des quartiers entiers où on peut produire à 3 centimes. Eh bien en matière de décentralisation, pourquoi alors que nous investissons, soit en confiant dans le cadre de marchés publics à de grandes entreprises qui savent faire, soit en gérant nous directement. On a investi sur le réseau du fleuve Var 19 millions d'euros. À partir du moment où, en matière de décentralisation, la collectivité fait de tels efforts, pourquoi moi je ne peux pas revendre au prix que nous souhaitons avec la collectivité à mon entreprise ou à un foyer qui va leur permettre de gagner de la compétitivité d'un côté, du pouvoir d'achat de l'autre. Tout simplement parce qu'on s'est enfermé dans des règles européennes où on vous expliquera par A plus B qu'on est tenu par un prix qui a été fixé sur pression de l'Allemagne, sur le marché européen de l'énergie, etc., etc. Mais le citoyen, il ne peut plus comprendre. Et au moment où nous avons besoin d'éveiller les consciences sur la transition où on démolit des bâtiments pour faire des îlots de fraîcheur, où on fait des pistes cyclables, où on investit sur l'isolation thermique et on apporte des aides importantes à l'acquisition de véhicules électriques, de vélos, de contributions à s'équiper de panneaux solaires, je ne sais quoi. En même temps, nous avons besoin de trouver cette marge de liberté qui fera que par une décentralisation beaucoup plus forte, nous accélérerons le processus vers lequel nous devons aller pour tenir cette trajectoire dont on nous dit à partir des données du GIEC qu'il faut être à moins 25% en 2026, et nous on est sur cette trajectoire aujourd'hui, mais dans des rapports de force énormes, à moins 50 en 2030 et la trajectoire de la neutralité carbone en 2050, c'est possible. Et même c'est possible à l'échelle du monde parce qu'un pays riche comme le nôtre, même si c'est difficile, a le devoir, et je salue tous mes amis qui représentent l'Afrique avec le gouverneur d'Alexandrie en face de moi, le gouverneur d'Abidjan en face de moi, qui sont présents, où on peut confier aussi à des collectivités de faire de la coopération régionale avec des fonds spécifiquement dédiés qui pourront nous aider à agir sur la planète. Parce que naturellement, je dis toujours, moi au fond, on m'a confié mon petit morceau de banquise où j'ai à protéger mon petit ours blanc sur mon morceau de banquise. Mais enfin, c'est pas comme ça que je vais sauver la planète. La planète, on la sauvera que si on est capable d'agir tous en même temps sur le même calendrier avec naturellement les expertises capables de nous fournir les scientifiques, parce qu'on n'a pas la prétention de s'intituler scientifique nous-mêmes. Juste un point, parce que je sais que votre temps est compté. Là, vous nous avez expliqué un peu le lien local, global et comment il faut tirer dans ce sens-là. Vous êtes maire d'une grande ville, l'acceptabilité de la population, on sait que vous avez pris des décisions que vous avez fait accepter qui n'étaient pas forcément faciles dans cette ville, la construction d'un tramway, d'une coulée verte en plein centre
centre-ville. Quel regard vous portez justement sur cette difficile question de l'acceptabilité? Comment on fait passer des décisions difficiles et qui ensuite, avec le temps, ça s'apaise et finalement, les gens s'emparent des nouveaux outils que vous leur mettez à disposition? Alors, je vais vous dire. D'abord, vous vous adressez à Frédéric Dabi. Mais sur la durée, vous savez, je rejette l'immédiateté. Je ne réponds plus au journaliste qui veut me dire « écoutez, cette nuit à 15h, à 3h du matin, il s'est passé ça, il est 7h du matin, on est dans une matinale, réagissez ». Vous êtes sûr de dire une connerie qui vous est reprochée 48 heures après, parce que 48 heures après, on vous explique que c'était pas du tout ça qui s'est produit et que c'était pas du tout ça. Il va y répondre. Bon, donc moi, je préfère, j'ai un mot que j'aime bien qui s'appelle horizon, je regarde l'horizon lointain. Bon, et j'ai cette ligne d'horizon. Et donc, Frédéric Dabi m'intéresse beaucoup, non pas sur ce qu'il me présente aujourd'hui, parce que ça, c'est de l'immédiateté. C'est l'instantané du jour, on en parle souvent ensemble, il dit « moi, je ne suis que le regard du jour ». Il m'intéresse quand tous les 6 mois, on se parle et que je vois l'évolution des indicateurs. Et donc, il y a une exigence de courage. Quand on a la prétention d'avoir des responsabilités publiques, il ne faut pas se dire « est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais être populaire, est-ce que je vais être impopulaire ?» Il y a une exigence. Là, on est en butée, où on sauve la planète, ou on ne la sauve pas. Où on sauve l'humanité, ou on ne la sauve pas. Donc, est-ce qu'on fait au risque d'être impopulaire ou est-ce qu'on ne fait pas? Eh bien, moi, je dis que notre devoir, c'est d'avoir le courage de l'impopularité par rapport à un instant donné où on a des experts et des scientifiques qui nous disent « si vous ne faites pas ça aujourd'hui, les conséquences, c'est ça dans 15 ans ». Et j'ai vérifié à chaque fois que j'ai résisté, y compris à des collaborateurs, y compris à mes adjoints, qui me disent « fais gaffe, tu sais, en ville, on est en train de dire ceci, cela, parce que tu es en train de casser un machin, parce que tu fais un truc qu'ils ne comprennent pas, parce que, etc., etc. » Que progressivement, dans l'enquête publique suivante, 6 mois après, puis 1 an après, puis 1 an et demi après, eh ben les gens s'appropriaient quelque chose qu'ils rejetaient au départ. Voilà pourquoi je dis que quand on a des responsabilités publiques, ça doit être, surtout sur un sujet comme celui-là, assorti de courage. En tout cas, c'est ma méthode. Pour l'instant, j'ai plutôt été suivi dans le temps, pas dans l'immédiateté. Il a fallu 3 ans pour convaincre. Il a fallu 6 ans pour lever des doutes. Il a fallu quelquefois bousculer des a priori extrêmement importants. Mais à chaque fois, on a démontré que les gens s'appropriaient à l'arrivée les choses. Bon, quand vous dites, je fais un tramway de 15 km et sous la partie ancienne de la ville, je ferai 4 km en souterrain et que vous avez naturellement tout le monde qui vous explique avec de faux géologues, etc., qui viennent mettre sur le devant de la Seine que toute la ville va s'écrouler parce que vous faites passer un truc sous la vieille ville, c'est compliqué. Il faut tenir bon. Et puis, à l'arrivée, alors que vous envisagiez 3 ans après d'avoir 4000 usagers jour, vous vous retrouvez déjà à 120 000 usagers jour. Ça veut dire que tous ceux qui prétendaient qu'ils ne le prendraient jamais, ils le prennent tous. Voilà pourquoi il faut un peu de courage aussi. Merci, monsieur le maire. Il faut tenir bon. Je me tourne vers Giuseppe Fossati, premier adjoint du maire de Imperia, ville, Christian Estrosi vient de le dire, qui se trouve à l'autre bout finalement de cette eurométropole en Italie. On va avoir une petite traduction. Monsieur Fossati, comment Imperia essaie de faire face, convaincre au global, convaincre d'agir au local en matière de transition écologique dans ce monde global. Je rappelle pour tous les participants, Imperia, c'est à peu près une agglomération de 70 000 habitants située de l'autre côté de la frontière. Grazie. Je suis désolé, je ne parle pas français. Parlo in italiano, vi chiedo scusa. Je vais parler en italien, je m'excuse. Comment Imperia fait face à ce défi? Imperia
a des caractéristiques similaires à Nice d'un point de vue de climat, des caractéristiques morphologiques similaires, nous avons des collines. Il est donc difficile pour une municipalité d'agir sur un territoire qui n'est pas si facile, surtout en ce qui concerne la mobilité urbaine. Nous devons agir pour modifier la mobilité urbaine, essayer de convaincre les citoyens. Possibilmente dei mezzi elettrici e se deve usare un proprio mezzo privato, usare un mezzo elettrico e quindi non più con l'uso di combustibili fossili. Cosa abbiamo fatto come città in questi anni, in questi Qu'est-ce que nous avons réalisé dans les 5-6 dernières années de gouvernement Scajola? Peut-être vous le savez, Scajola était ministre de l'énergie en Italie. Donc, il a une grande attention vis-à-vis de ce sujet. Les administrations locales sont un point de lien avec les citoyens. Donc, les collectivités locales ont une grande responsabilité et capacité de persuasion pour réaliser des politiques qui au début sont impopulaires, mais si les citoyens ont confiance, ils sont disponibles à accepter ces politiques. Il faut donner un exemple. Nous avons un energy manager dans la ville qui a réalisé une revue des bâtiments de la ville pour comprendre comment intervenir et rendre plus efficace d'un point de vue environnemental, climatique, les bâtiments publics. Donc, on a étudié les bâtiments publics. Nous avons utilisé des fonds européens pour réaliser l'efficacité environnementale, climatique des bâtiments. On espère que les citoyens d'Inter vont suivre cet exemple. On a essayé de rendre indépendants les propriétés publiques. Le climat, bien sûr, nous aide. Nous avons le même climat de la Côte d'Azur. Nous avons donc analysé aussi les parcs des voitures de la municipalité. On a éliminé tous les moyens qui n'étaient pas utilisables. On a remplacé les voitures avec des voitures électriques. Par exemple, le maire utilise une voiture électrique. Donc, c'est un bel exemple pour montrer comment on peut changer ses propres habitudes. On a fait des investissements importants dans les transports publics électriques dans les centres-villes. Dans la périphérie, il est plus difficile. Imperia naît de la fusion de 11 communes et de la fusion de 2 villes. Donc, il est assez difficile d'avoir un transport public uniquement électrique. Nous avons essayé d'investir dans les transports privés. Nous avons réalisé toute une série d'infrastructures pour recharger les voitures électriques. Nous avons aussi adopté une politique fiscale pour faciliter ce passage. Nous avons approuvé une loi municipale pour éviter de payer les frais des parkings pour les voitures hybrides électriques, c'est-à-dire ces voitures ne paient pas le parking dans la ville de Imperia. Grâce à un financement, à des fonds,
L'augmentation du nombre de voitures électriques et hybrides L'aumento del dans numero votre agglomération. Dunque, siamo sostanzialmente in linea con quello che è la Disons tendenza, almeno io qu'on conosco est la realtà environ en italiana, ma ligne immagino che sia avec la abbastanza simile. tendance Sostanzialmente italienne. oggi il mercato italiano dell'auto elettrica Le è marché molto indietro italien rispetto des ad altre voitures realtà. électriques Parliamo di un n'est pas 3-4% assez in Iberia, siamo avancé, circa attorno al 3-4%. 7-8%, quindi Chez si nous, sta andando in quella 7-8%. direzione. Donc, Il on va gap dans cette oggi da cosa è dato? direction. Che un'auto elettrica ovviamente costa molto di più La rispetto voiture a un'auto électrique termica, aujourd'hui lo coûte diceva un beaucoup po' plus anche il sondaggio di prima. Sì, c'è la qu'une preoccupazione voiture clima, thermique. ambientale, cambiamento climatico, Oui, bien ma sûr, le on persone est hanno préoccupé pour les anche delle esigenze climats, les contingenti, changements della climatiques, mais compatibilità il y a aussi des economica delle problèmes scelte che si devono financiers fare. Quindi, dicevo prima, pour esenzione, la ma questo si population. sposa Donc, anche con altre politiche dell'intera regione. nous Per avons esempio, la décidé regione cette Liguria ha exemption. sventato Et dall'imposta la région che si paga Ligurie, in par Italia sulla exemple, proprietà di un mezzo, è n'a completamente esentato la pas macchina elettrica, la macchina ibrida, un non paga questa impôt sur imposta. la E lo propriété Stato des nazionale voitures. dà degli importanti Donc, par contributi per contre, dans l'acquisto di les auto autres elettriche. Quindi régions, c'è una politica il faut tutta in payer questa direzione che sta portando cet i risultati. impôt Del resto lo dicono pour la i propriété des sondaggi di voitures. analisi di Donc, selon mercato, les oggi la macchina enquêtes, più selon les venduta in Europa è analyses una macchina de elettrica. marché, la voiture la Diciamo plus la madre, vendue en però non la Europe riconosciamo. est une voiture Merci. électrique. Concludevo, dicevo, su un importante progetto, abbiamo un grande Euh, parco dove Nous stiamo avons aussi un grand realizzando, projet insieme a un'azienda concernant un grand importante di parc produzione di energia elettrica, un avec parco une entreprise fotovoltaico che qui consentirà di produit de l'énergie alimentare électrique. C'est un completamente parc il porto turistico di Imperia, voltaïque, che è un grande porto, photovoltaïque porto da pour 1400 alimenter barche, quindi un les porto molto ports de importante. Sarà alimentato Imperia. completamente, C'est sarà un port de autonomo dall'acquisto plaisance energetico très perché verrà alimentato important. esclusivamente da questo Ce parco port sera fotovoltaico. complètement indépendant parce qu'il sera complètement alimenté par ces parcs. Merci Monsieur Fossati de ces précisions. Donc vous êtes au niveau national français en matière de voitures électriques, puisque 7% c'est à peu près ce qui se passe pour la France, mais c'est supérieur à la moyenne italienne. Je me tourne vers la directrice générale de Veolia. Tout à l'heure, dans le sondage présenté par Frédéric Dabi, le sondage IFOP La Tribune, on voyait comme quoi les citoyens se tournaient maintenant vers les entreprises pour accélérer la transition écologique. Veolia, évidemment, c'est son cœur de métier, la question environnementale. Alors bon, on ne va pas refaire ici la présentation de l'entreprise Veolia, mais si vous deviez, comment vous ressentez en termes d'image, parce que longtemps les entreprises étaient plutôt considérées comme pas du tout acteurs de la transition écologique. Comment vous l'avez mesuré ces dernières années? Est-ce qu'il y a des réalisations que vous avez menées qui ont contribué justement à vous inscrire un peu plus dans cette implication, j'allais dire, générale, cette déclaration générale pour aller vers une accélération de la transition écologique? Vous avez prononcé plein de mots importants. Si je reviens sur le sondage, moi, ce que ça me dit de façon très, très ramassée, c'est globalement, on n'a pas besoin de coupables, on a besoin de solutions, et il est temps d'accélérer. Donc vous l'avez dit, hein, c'est plus essayons de dire que c'est aux autres de faire des choses, il faut que je contribue, à partir du moment où tout le monde contribue de façon équitable aux efforts. Donc on est en train de parler de solutions. Et ça, moi, je trouve ça très, très positif. Dans les solutions, effectivement, il faut que tout le monde s'y mette. Les entreprises, les territoires au niveau local, le niveau national, le niveau international. Et c'est tout le monde qui doit ramer dans le même sens, pour faire très simple. Donc oui, je suis très contente, évidemment, de voir ça. C'est ce qu'on constate au quotidien, parce que moi, les questions que l'on me pose, c'est des villes, c'est des industriels qui sont nos clients, qui me disent « j'ai envie de décarboner, j'ai envie de dépolluer, qu'est-ce qui est à ma disposition, comment je peux faire, comment je peux aller plus vite ?» Et on est passé dans l'action. Et ça, je trouve que c'est très positif. Et donc le sujet, c'est l'accélération. Et Monsieur le maire l'a dit, un certain nombre de blocages administratifs ne nous aident pas. Et donc, il y a aussi une notion de temps et de compétitivité temps, y compris sur tous ces sujets-là, qui me paraît être assez essentiel. Alors, tout le monde qui rame dans le même sens, ça veut dire qu'on est en train d'inventer une transformation écologique en France et en Europe qui est assez différente, si je peux me permettre, de celle qu'on peut voir, mettons, en Chine ou aux États-Unis. La transformation écologique, selon Xi Jinping,
n'est pas tout à fait celle qu'on est en train de parler, avec tous les acteurs qui vont dans le même sens, y compris les citoyens, ni une vision très GAFA et privatisée uniquement telle que le conçoivent les Américains. Ça nécessite effectivement, de faire du catalyseur, parce qu'on a besoin de tout le monde, et puis à un moment donné, ça prend en masse. Moi, c'est comme ça que je le vis, et il y a des exemples qui ont été rappelés tout à l'heure sur la ville de Nice. On prend le sujet de l'énergie ou de la décarbonation. Oui, il y a besoin de... Par exemple, une taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est des débats qui sont envisagés. Au niveau français, on a besoin évidemment d'un mix énergétique sur les grandes décisions, le nucléaire, les renouvelables, bien sûr. Donc on est sur de l'infrastructure assez clé, y compris sur l'attractivité des territoires. Mais après, au niveau plus local, dans le mix énergétique, l'usine qui est en train d'être reconçue, j'allais dire, sur le territoire de Nice, c'est un excellent exemple. Hein. Ça va alimenter 24 000 foyers avec une électricité renouvelable, locale, donc on n'est pas obligé de dépendre de l'import de carburants fossiles, hein, on revient sur des sujets d'indépendance stratégique, et abordable. Donc ça répond à l'ensemble des éléments sur un exemple concret. Pourquoi je parle d'exemple concret? C'est que c'est aussi, à mon avis, ce que ce sondage nous dit, en tout cas ce que j'expérimente au quotidien, c'est que nos concitoyens, ils ont envie de toucher la transformation écologique. Ou pour le dire autrement, il n'y a pas de transformation écologique, il n'y a que des preuves de transformation écologique, pour reprendre une expression bien connue. Donc je veux pouvoir le voir, le concret, qu'est-ce qui est à ma disposition, qu'est-ce qui fonctionne. Et ça, l'échelle du territoire, l'échelle d'une agglomération, elle est absolument clé. Et alors, du coup, moi, je me retrouve en tant que patronne d'une très grande entreprise mondiale, championne de son métier, mais aux racines françaises et européennes. J'y crois et je pense que c'est important de se dire que le cœur battant de l'entreprise, on sait où il est, on sait d'où on vient. Et ben, je passe ma journée, du coup, à aller voir au Chili ce qu'on fait à Santiago pour alimenter une ville de 6 millions d'habitants, pour lequel la rivière, moins 75% de débit dans les 10 dernières années. Vous imaginez ce que ça signifie. Et toutes les solutions qu'on a mises en œuvre pour les importer en France, qui a eu, j'ai envie de dire, plus chaud, plus soif, plus tard. Et puis à l'inverse, de prendre des solutions, des innovations, des technologies qu'on invente ici pour les réexporter ensuite dans d'autres endroits du monde. Et c'est finalement ça aussi qu'a peut apporter une entreprise comme une entreprise qui est présente sur de nombreux territoires. C'est de l'ancrage, mais aussi de l'innovation, et puis essayons d'accélérer, plutôt que de réinventer à chaque fois toujours la même chose. D'accord, c'est les partages des expériences que vous avez dans les différents pays et les adapter à une autre ville, s'inspirer de ce qui se passe à l'autre bout du monde pour essayer de Exactement, la transformer. Et puis investir dans l'innovation et la R&D. On considère que sur les grands enjeux qui sont le réchauffement climatique, mais aussi la rareté des ressources, les limites planétaires physiques, ou la pollution, puisqu'on a pas mal de sujets de pollution. On a 50% des solutions, et les autres 50%, il faut les inventer. Donc les 50% de solutions qu'on a déjà, eh bien, essayons de les dupliquer le plus vite possible. Et puis les autres 50%, il nous faut les inventer, investir et trouver des nouvelles voies. Merci. Alors, Flora Gebali, essayiste... Vous allez sans doute mettre les pieds dans le plat, je ne sais pas. Comment on passe à l'action, comment le local peut servir dans ce monde global à atteindre les objectifs, parce que c'est vrai que Christian Estrosi l'a dit d'emblée, l'objectif tel qu'ici on le défend, c'est l'objectif national, 55% des émissions de diminution de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Vous devez vous réjouir un peu de cette prise de conscience générale. Vous connaissez la blague des 2 extraterrestres? Non. Elle n'est pas de moi, elle est d'une journaliste super qui s'appelle Laure Noila. C'est 2 extraterrestres qui arrivent sur la planète Terre et là ils se disent mais
mais qu'est-ce qu'ils ont fait les humains ? Il y a la forêt qui brûle, il n'y a plus d'eau, tout part en fumée, tout brûle, tout le monde a eu des maladies, il y a eu des pandémies, mais c'est un drame, mais qu'est-ce qu'on fait les humains ? Et donc ils se baladent et là ils croisent un petit groupe d'humains qui est là et ils leur disent mais vous saviez ce qui allait se passer, qu'est-ce que vous avez fait ? Et là les humains regardent les deux extraterrestres et disent oui, on savait et du coup, on a fait des conférences. Il y a une personne qui m'applaudit. C'est déjà plus qu'au MEDEF. Non, moi je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes et tous. Parce que je crois profondément aux coalitions. C'est d'ailleurs le nom de mon entreprise. Et ce qu'on est ici, c'est une coalition. Pourquoi ? Parce qu'on a un président de métropole et un maire d'une grande ville française. Parce qu'on a une directrice générale d'une grande entreprise française à portée multinationale. Parce qu'on a un voisin, le maire d'une ville qui représente aussi l'amitié frontalière et l'Union européenne. Parce qu'on a un sondeur, un acteur de la société, un commentateur. Parce qu'on a un journaliste et modestement parce qu'on a essayiste, entrepreneur ou en tout cas une représentante de la génération qui impose les termes du débat, comme l'a dit Frédéric Dabi. Et moi, je crois que ça peut fonctionner qu'en coalition, ça peut fonctionner que si on travaille tous ensemble. Donc vous me direz, c'est ce qu'on fait déjà. Vous allez me dire, vous travaillez toute la journée avec des élus locaux. Vous allez me dire, vous travaillez toute la journée avec des entreprises. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est à son rôle. Et donc, on se retrouve toujours dans le même problème, qui est très simplement le problème du oui mais. Donc on dit oui, il va y avoir un problème d'eau, la prochaine crise, c'est la crise de l'eau, mais je vais quand même pas imposer des choses, je vais quand même pas réduire les super profits, je vais quand même pas prendre des décisions politiques systémiques. Désolée de apporter ce mot-clé dans le débat. Et donc, toute la question, c'est comment on gouverne. Et je crois que Christian Estrosi a très bien dit quelque chose qui est la première des batailles, c'est la bataille informationnelle. Quand on me demande de réagir à 7h du matin, forcément, je ne peux pas gouverner dans ces conditions. Vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous. Une fois qu'on a dit ça, comment on gouverne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois que le problème de la coalition, pourquoi elle ne fonctionne pas ? Or, on est à un moment inédit de notre 5e République en France, puisqu'on est en situation de majorité relative à l'Assemblée nationale. Et donc, on a l'opportunité de créer des coalitions politiques incroyables, ce qui est inédit pour nous. Et moi, je suis très optimiste en ce moment. Et je crois qu'on va réussir. Il n'y en a pas beaucoup pour toi qui sont optimistes. C'est pas le sentiment le plus... moi, je le dis, je l'assume, je dialogue avec vous, je suis là et je crois qu'on va réussir tous ensemble à une condition. La condition, c'est que chacun se mette à son rôle. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, et la preuve, ça se voyait dans la dernière slide de votre sondage, Frédéric, où on ne sait pas quoi attendre de qui. Est-ce qu'on doit attendre des multinationales ? Est-ce qu'on doit attendre des citoyens ? Est-ce qu'on doit attendre de nos élus ? De qui on doit attendre la transformation ? Personne ne peut répondre, personne ne le sait. Et je suis sûre que même vous, à la fin, vous ne le savez pas vraiment. Et donc, je crois que la clé, c'est de remettre chacun à son rôle. Et pourquoi je suis optimiste ? Parce que j'ai rarement autant cru en la politique qu'en ce moment. Parce qu'on est en majorité relative, parce que j'entends des élus de droite, ça va vous paraître bizarre, dogmatique, réducteur peut-être, dire des choses, des constats écologiques qui sont dignes de Greta Thunberg, donc parce qu'on est enfin d'accord sur le constat. Et donc, je suis optimiste, mais il va falloir faire 2-3 choses. La première, et ça, c'est la politique qui doit le faire, et aujourd'hui, je ne crois pas que la réponse soit à la hauteur. La première chose, c'est définir le cadre, parce que ça, c'est la responsabilité du politique. Et aujourd'hui, le cadre, il n'est pas défini. Le cadre, c'est très simple, c'est les limites planétaires. Aujourd'hui, on négocie avec les limites planétaires. Pourtant, je ne crois pas qu'on puisse négocier avec la physique. La deuxième chose, c'est la simplification. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. On a la planification écologique, vous savez, vous en avez entendu parler ce matin. Elle fait consensus, elle est formidable, c'est un bon plan. Le problème, c'est que c'est tellement technique. Qui va comprendre ça ? Qui on va embarquer là-dedans ?
Vous imaginez aujourd'hui le secteur de l'immobilier à qui on a dit, avec la loi climat et résilience, que il y a certains bâtiments, certains appartements qui allaient être retirés de la location en 2025. Hier, Bruno Le Maire disait l'inverse. Il se contredisait lui-même. Donc on est dans une société liquide où le gouvernement lui-même crée les conditions de la liquidité qui font qu'on n'a plus confiance en rien. Donc forcément, on va essayer de voter pour ce qui peut nous rassurer. Et donc on n'est pas capable de gouverner. Donc la première chose, c'est la contrainte. La deuxième chose, c'est la simplification. Ça veut dire quoi la transition écologique? Et ça veut dire quoi quand on est président de la République? Ça veut dire quoi quand on est président de métropole? Ça veut dire quoi quand on est maire d'une grande ville, etc. Et la troisième chose, c'est de libérer les énergies. Vous l'avez très bien dit, il y a la moitié des solutions qu'on a, mais qu'on ne met pas en œuvre, assez. L'autre moitié qu'on n'a même pas encore. Comment on fait pour avoir cette deuxième partie de solution? Parce que moi, je peux vous le dire, dans le secteur de la transition écologique, dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais des solutions, il y en a plein. Il se passe, c'est hyper... pourquoi je suis optimiste? Parce que je fréquente un écosystème qui est hyper fertile. C'est génial, j'ai de la chance au quotidien. Le problème de cet écosystème, c'est qu'il n'est pas suffisamment porté. On a du mal, et que ce soit dans le cadre de l'entreprise comme dans le cadre de la politique, on a du mal à libérer les énergies, à libérer la créativité. Donc je pense que le travail, il se fait en 3 étapes et que pour le moment, on est bloqué sur la définition du cadre. Et je suis désolée de vous le dire, dans la définition du cadre, il y a de la coercition, il y a de la contrainte, et ça relève du courage politique. Merci. On va faire réagir Christian Estrosi sur ce cadre. Tout à l'heure, vous disiez vous-même que bon, voilà, les maires n'étaient peut-être pas suffisamment au centre de cette action en faveur de la transition écologique. J'ai compris, après la présentation du plan, la planification écologique allait se déplacer vers les régions et avoir en quelque sorte de COP régionale pour fixer les objectifs région par région. Ça doit vous convenir, ce type de mesure? Ou est-ce que vous trouvez justement, comme Flora Gebali, que le cadre est flou et pas suffisamment précis sur qui fait quoi et qui tire le char en matière de transition écologique? Non, mais d'abord, je partage tout ce que vient de dire Flora Gebali et j'ai pas eu l'impression que dans ses propos, il y ait eu des contradictions avec ce que nous avons pu dire les uns et les autres. On voit bien que même de l'autre côté de la frontière, en saluant Imperia, qui est une très très belle commune, je vous invite à la visiter d'ailleurs pour ceux qui ne la connaissent pas, et où mon ami Claudio Scaiol avec ses adjoints la gère un peu avec la même méthode que la mienne. On a été ministre ensemble, il était ministre de l'énergie, vous le rappeliez tout à l'heure, et naturellement ça lui a permis, comme moi, ministre de l'Industrie, d'avoir un regard puisque nous l'étions ensemble à une période où on commençait à comprendre que les grands enjeux industriels allaient tourner vers la santé, vers les éco-industries, et pas tant vers les hauts fourneaux, le textile, etc., ou l'automobile, qui étaient des enjeux certes qui restaient d'actualité, mais le plus gros potentiel d'emploi pour les années qui viennent, parce que, encore une fois, l'intérêt, c'est sauver la planète, c'est la transition, et 2, au service de l'homme, de la femme, de l'enfant, et c'est lui apporter une dimension sociale et un bien-être et un art de vivre. Et ça, ce sont aussi des métiers qui sont partagés et complémentaires entre la santé et les grandes politiques environnementales. Donc, on parle de manière un peu franco-française. Et comme je le disais, même si la France se montrait plus exemplaire que d'autres, elle n'est pas forcément plus exemplaire que d'autres. Elle a les freins qu'on a rappelés les uns et les autres. On ne réglera pas les problèmes d'enjeux. J'ai tenu à ce que mes amis africains soient là aujourd'hui et je les remercie d'avoir répondu à cette invitation. Moi, ça fait 12 ans que j'ai une coopération avec Abidjan très étroite. Et vraiment, ils sortaient de la guerre. Mon ami Robert Begré-Mambé en est le gouverneur du district, mais avec rang de ministre à la tête de cette immense conurbation autour de cette lagune polluée par le plastique, polluée naturellement par des émissions de gaz à effet de serre sur un territoire où on n'a pas bénéficié de la même dynamique
économique que la nôtre pour se mettre aux mêmes normes que celles qui nous sont imposées par l'Union européenne, etc. On a une coopération régionale qui est tellement forte. J'ai été heureux de pouvoir l'aider à équiper le CHU d'Abidjan avec le CHU de Nice, alors qu'il n'y avait même plus une table opératoire, un bloc opératoire qui était en fonction. Ensuite, on a équipé de capteurs atmosphériques pour qu'ils puissent mesurer la pollution. On est en train de regarder le plastique et je vous annonce, moi je voulais profiter, avant de vous quitter sur cette table ronde, de l'annoncer officiellement. J'avais promis à Jean-Christophe Tortora que c'est aujourd'hui que je le dirai. Lorsque l'UNOC arrivera ici en 2025, Nice sera totalement zéro plastique. Nous le sommes déjà dans nos appels d'offres, dans nos marchés publics. Nous le sommes dans ce que nous faisons. Je gère directement les cantines scolaires que j'ai repris à Tricatel. Vous savez, l'allée la cuisse de Louis de Funès, où depuis 30 ans on servait de la malbouffe et où personne ne pouvait comprendre que le maire n'avait aucun pouvoir sur la bouffe à l'école. Aujourd'hui, je fais travailler mes circuits courts, je sers 28 000 repas par jour. Ça a coûté 30 millions, c'était le plus gros investissement du mandat précédent pour la commune. Une cuisine centrale totalement zéro plastique. Totalement. Bon, c'est-à-dire qu'on s'est mis 5 ans, 6 ans avant les règles européennes aux normes et on est les premiers. Et je vais imposer ça dans la grande distribution, je vais imposer ça dans le petit commerce, je vais imposer ça sur les tables des restaurateurs, je vais imposer ça. Donc quand on arrivera en juin 2025 ici, on sera zéro plastique. Vous savez combien de temps il faut pour détruire un objet plastique au fond de la Méditerranée? Il faut 1 siècle. Et jusqu'à présent, nous avions des modèles de centrales de traitement des eaux usées qui, malheureusement, sur la génération précédente, celles qui sont à remplacer et en cours de remplacement, n'arrivaient pas à absorber tous les microplastiques. Et les dégâts que les microplastiques peuvent faire, notamment sur les mammifères marins, nous avons à moins d'une demi-heure de Nice des baleines, des cachalots, des poissons-lunes, des tortues de mer qui recommencent à naître le long de notre littoral, alors que ça faisait 50 ans que nous n'avions plus de tortues de mer qui faisaient de la ponte ici. Nous avons une trentaine d'espèces de dauphins différents et on voit en même temps une dégradation de leur santé parce que nos centrales de traitement des eaux usées n'étaient pas capables de traiter à 100% les microplastiques, même si à 90% ils y parvenaient. Les nouvelles générations que vous proposez vous-même et avec d'autres industriels français, nous avons équipé notre métropole entre Cagnes-sur-Mer et la centrale que vous exploitez désormais et celle qui est en train d'être développée à Nice avec votre concurrent, qui vont nous permettre d'arriver à 100% de zéro microplastique. Zéro microplastique. Bon, mais vous voyez le travail que nous avons à faire de coopération en regardant cette Afrique qui, pour moi, l'Europe et l'Afrique sont les deux continents qui, entre l'Amérique d'un côté et l'Asie de l'autre, au plan géopolitique, a joué peut-être le plus gros des enjeux dans cette lutte pour le climat dans les années qui viennent. Voilà pourquoi nous devons aussi, sur les coopérations régionales, et je suis en train d'en engager avec Alexandrie, et je salue son gouverneur en Égypte, qui font un travail magnifique, mais où on sait que la montée des eaux les menace considérablement, et il m'a montré ce qu'ils étaient en train de développer. On doit les accompagner, c'est notre devoir. Donc voilà pourquoi on peut se parler en franco-français, parler de nos normes, de nos règles. Je veux plus de décentralisation, plus de confiance vers les collectivités, mais en même temps qu'on confie au niveau européen aux collectivités de faire des coopérations régionales qui nous permettront sans doute plus facilement que les États. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on est à Bruxelles, on parle de la guerre. Bon, mais nous, il n'y a pas de problème. Au niveau des collectivités, on fait que la paix. Et on peut régler des problèmes que les États n'arrivent pas à régler. Si on nous transfère des compétences aussi en termes de coopération régionale, qui nous permettront sur cet immense sujet qu'est la transition écologique de faire des pas importants en avant. Voilà pourquoi
je le dis, il y a une Méditerranée du Nord et une Méditerranée du Sud. La Méditerranée du Nord, elle peut être aussi exemplaire qu'elle le veut. Si elle ne gagne pas la partie avec la Méditerranée du Sud, on ne gagnera rien du tout. Voilà, j'avais envie de vous dire cela parce que je crois que cette rencontre que vous organisez ici avec la Tribune, naturellement on parle aux citoyens français, mais on parle à la planète, on parle à des amis, on parle à des gens qui sans doute éviteront des difficultés, des révolutions, et où nous éviterons nous-mêmes de voir ces réfugiés climatiques arriver par milliers par Lampedusa et je ne sais d'où, où nous voyons toutes les polémiques politiciennes qui sont insupportables avec des politiques, des extrêmes de droite, des extrêmes de gauche, des propos où le seul moyen aujourd'hui de régler tous ces problèmes, c'est pas de dire je vais faire des frontières, je vais mettre des barbelés de partout. Le seul moyen de régler ces problèmes, c'est de les régler justement en se disant, c'est peut-être un rêve utopique, mais agissons en faisant en sorte que l'union des territoires sur tous nos continents avance ensemble au même rythme, avec une distribution juste et équitable des moyens pour que nous fassions progresser la lutte contre le réchauffement climatique au même rythme de partout sur la planète. Merci, monsieur le maire. Je me tourne vers madame Brachlianoff sur la question de l'élimination des microplastiques dans l'eau. Est-ce que la prise de conscience est aussi importante, j'allais dire, dans toutes les villes, les grandes villes, notamment les villes des littoraux? Est-ce que la prise de conscience est vraiment bien avancée ou est-ce que c'est vraiment le début? Que M. Estrosi soit en avance par rapport à beaucoup, oui. Et donc son annonce d'aujourd'hui est une vraie annonce. Ça si c'est la question que vous me posez, voilà. Après, je suis ravie qu'on parle d'ailleurs du plastique. Je disais, il y a le réchauffement climatique, il y a les pollutions, il y a la rareté des ressources, en fait, et il y a même la biodiversité que vous avez évoquée. C'est vraiment un sujet global, la transformation écologique. Pour moi, et vous l'avez posé la question, la coercition, l'incitation, l'interdiction, les normes, il y a tous ces mots qui ont été prononcés. Je voudrais rajouter un tout petit peu à la complexité et en rajouter d'autres, si vous me permettez. Il y en a un premier, c'est de travailler sur l'offre, et le second, c'est de travailler sur la désirabilité. Et je reprends sur travailler sur l'offre, et je reviens sur le sujet du plastique. Une des choses qui a très bien marché, ça a été, pour le coup, c'est une interdiction, l'interdiction du plastique à usage unique, en Europe en gros, qui est de dire, après tout, le truc qu'on utilise une fois, il y a paille en plastique et après on la jette, je sais pas quoi, enfin il y a plein d'objets du quotidien, c'est absurde. Et donc remplaçons ça par quelque chose qui est réutilisé, je sais pas moi, une gourde par exemple, ou un certain nombre d'autres objets. Ça c'est quelque chose qui fait relativement l'unanimité aujourd'hui, et donc travailler sur l'offre est quelque chose d'assez intéressant aussi. Deuxième sujet, travailler sur la désirabilité, parce que tout ce qu'on se dit là, et je pense que le sondage le montre aussi, c'est donnez-nous à voir le monde vers lequel on va. Et je rajouterais, donc avec du concret qui marche, parce qu'il y a un sujet d'efficacité, mais donnez-nous envie aussi, peut-être, en plus de tout ça, de la ville de demain, elle ressemble à quoi, par exemple. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille encore beaucoup plus que sur tous les sujets qu'on a indiqués. Et je vais vous donner quelques exemples. La ville de demain, une ville où il y a des véhicules électriques beaucoup plus nombreux, c'est une ville qui est silencieuse. Ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on peut imaginer de travailler. C'est une ville qui est plus apaisée aussi pour plein de raisons. On a parlé du local, des circuits courts. Donc, je trouve que travailler aussi sur le fait de donner à voir et de donner envie, pas uniquement, hein, il y a aussi besoin d'incitation, d'interdiction, de toutes sortes d'autres dispositifs. C'est aussi notre mission, je crois, à tous, pour faire en sorte non pas seulement d'embarquer les citoyens par la contrainte, mais aussi peut-être de leur donner à voir un avenir qui peut
être un avenir avec de la communauté de vie locale, un avenir de qualité de vie. Et je reprends sur ma comparaison sur la transformation écologique à la chinoise, à l'européenne ou à l'américaine. Je pense qu'on a un sujet de qualité de vie en France, en Europe, qu'on a envie non seulement de conserver, mais voire même de mettre en avant comme un atout assez majeur. Et je pense que la transformation écologique peut nous y aider. Je voudrais finir avec M. Tossati sur l'écologie désirable. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience? Est-ce que c'est un élément pour pouvoir allier l'acceptabilité de la part de vos citoyens tout en y injectant peut-être une forme de coercition, pour reprendre le mot de Mme Guébali? Est-ce que les deux sont faisables? Rendre l'écologie désirable tout en mettant la pression un peu sur la population pour qu'elle accepte les mesures? Ma io credo che i tempi siano maturi per questo passaggio, proprio perché c'è la percezione della volontà dei cittadini di vivere in una città, nello specifico, più vivibile. Il tema che toccava prima il direttore generale di Veolia, del silenzio che fanno le macchine elettriche, è un tema fondamentale. Io guido una macchina elettrica, è un piacere enorme guidare una macchina elettrica, perché abituati al rumore di una macchina con motore termico è completamente diverso. Quindi immaginiamo le nostre città se ci fossero solo macchine elettriche, che qualità della vita, che cambiamento epocale sarebbe. Dicevo, io credo che sia maturata ormai nei cittadini la convinzione che quella è la strada. Forse è la classe politica che è un po' indietro, è la classe politica che non ha ancora capito che deve segnare la strada, dare l'esempio e indicare la strada, non vivere coi sondaggi, guardare il sondaggio e vedere la maggioranza come la pensa, a seconda di come la pensa la maggioranza faccio la dichiarazione in quel senso. No, non è quello. Io penso che i cittadini, dico, a volte siamo più avanti di noi, le condizioni ci sono, anche dal punto di vista economico, perché la comunità europea ha messo grandissime risorse per questa transizione, quindi c'è la possibilità di accompagnare questa transizione senza incidere eccessivamente sull'economia domestica dei nostri concittadini. Quindi anch'io sono ottimista, come diceva prima chi è intervenuto prima di me. Io credo che il futuro sia quello. Parlo come politico, come parte politica. Se noi cominciamo di nuovo a pensare come statisti e non come politici, voi sapete la famosa definizione, la differenza del politico e lo statista. No, il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni. Se cominciamo a ripensare da statisti e non da politici, io credo che la strada sia quella e ci sia una sostanziale condivisione da parte dei concittadini. Merci, Monsieur Tossati. Un petit mot et on termine avec Flora Guébali. L'écologie désirable, c'est compatible avec ce que vous prônez, vous, c'est-à-dire la contrainte, la coercition? Bien sûr, parce que qu'est-ce que l'écologie punitive? Est-ce que c'est de ne plus avoir le droit de rouler en voiture en ville, ou est-ce que c'est de vivre dans un monde à plus 4 degrés? Moi, je crois que c'est de vivre dans un monde à plus 4 degrés. Donc, la coercition, moi, c'est désirable pour moi parce que c'est le moyen de survivre. Donc, forcément, mon instinct de survie me pousse dans cette voie. Vous savez, il y a un peu 3 visions du monde dans les années à venir qui vont s'imposer à nous. La première, très rapidement, c'est l'idée d'un monde où des élites économiques font sécession avec le reste. Donc, selon les séries plus ou moins dystopiques, c'est 1%, 3% de l'humanité capitaliste qui a des SUV, des centres commerciaux climatisés et qui fait sécession. Avec le reste qui va mal. Il y a un deuxième scénario qui est un scénario de repli nationaliste. Alors la France se replie avec tout ce que ça implique, on l'a vu par le passé, sur le sacrifice des droits sociaux, et donc on se replie pour garder notre eau, pour pas accueillir les migrants qui traversent la Méditerranée, pour garder nos ressources, et donc il y a un repli nationaliste identitaire. C'est un scénario qui existe, qui est en train de monter. Il y a un troisième scénario qui est le scénario de la sobriété à grande échelle, qui est
le scénario où on sait distinguer l'économie du besoin et l'économie du désir. Est-ce que s'acheter un nouveau canapé, ça relève du besoin? Est-ce que ça relève du désir? Est-ce que, enfin voilà, avoir de l'eau courante, etc. Et moi, je pense qu'on a tous intérêt à ce troisième scénario. Et l'erreur, c'est de penser que ce sera le premier, le deuxième ou le troisième. La réalité, c'est que ces trois scénarios cohabitent déjà et vont s'accentuer au gré des crises dans les années à venir. Et je vais terminer sur cette phrase que prononçait déjà Georges Pompidou il y a bien longtemps. Il disait dans 50 ans, la fortune consistera à s'offrir une vie de paysan aisé du début du siècle, c'est-à-dire un espace extérieur, de l'air pur, des œufs frais et des poules élevées en plein air. Et donc, je pense que la sobriété, on sait très bien ce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pompidou, entre autres, et qu'on a tous intérêt, entreprises, collectivités, à défendre ce troisième modèle. Merci à tous. Nous en resterons là avec cette phrase de Pompidou qu'on ne cesse de remettre à jour ces dernières années.